TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la première réunion du Conseil national de crédit. Il affiche d'entrée son ambition, c'est faire rebondir l'économie nationale après le Covid-19. Les réfugiés ivoiriens au Togo, c'est fini la prise en charge par le gouvernement, dans moins de 3 mois. Dans 3 mois maintenant, une clause de cessation est intervenue et laisse le choix à chacun partir ou rester, mais à ses propres frais. Et puis retour ce soir sur cette décision dans le Golfe 5, plus d'animaux en divagation sous peine d'amende pour les propriétaires. La décision avait été prise par le maire Aboka en février dernier. Nous revenons là-dessus ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Rebondir après Covid, c'est le Conseil national de crédit qui affiche là ses ambitions. Et c'est à la première réunion du Conseil ce jeudi à Lomé. Et pour la croissance économique, la barre est fixée à 6,1%. Et que ça là, avec le reportage qui est toujours en préparation, nous y revenons dans un instant. Nous partons maintenant loin, mais en même temps tout près par le sujet, évoqué à Doha, au Qatar, à la conférence parlementaire sur le terrorisme. Une menace ici, un drame vécu déjà ailleurs. Le terrorisme a fait l'objet ce jeudi d'un panel animé par la présidente de l'Assemblée nationale. L'aspect évoqué, développé, les grandes lignes, c'est avec Prudence Zissou. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbodi Tchegan, entourée de ses pairs pour un panel de haut niveau. Des panélistes venus de la République démocratique du Congo, de l'île Maurice, du Kenya, mais pas que. Des experts de l'ONU pour la conférence parlementaire sur le terrorisme à Doha au Qatar. Au cœur des échanges, la menace terroriste en Afrique, nouveaux défis et mesures nécessaires. Le sujet nécessite une approche holistique et coordonnée vu la taille de la menace. Face à l'ampleur du phénomène qu'il conviendrait d'appeler ici le mal de notre temps, au Togo, d'importantes mesures et actions ont été entreprises. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est l'une des réalités géopolitiques les plus alarmantes en Afrique et dans le monde au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, certaines régions du continent africain sont devenues des incubateurs de la criminalité transnationale organisée et de la montée en puissance des groupes terroristes. Cette situation est indubitablement liée à un faisceau de facteurs multiples, complexes et spécifiques, tels que les intérêts égoïstes, l'intolérance, le sentiment d'exclusion, la violation des droits de l'homme, la perte des bonnes valeurs, la faiblesse de l'éducation, le détournement des croyances. Tout cela se conjugue malheureusement avec la fragilité des États et les nombreuses crises économiques et politiques que subissent les sociétés africaines. Afin de faire face à cette menace, le gouvernement togolais, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, a adopté plusieurs mesures et actions fortes montrant sa détermination à lutter sans concession contre ce mal de notre temps. Parallèlement aux opérations militaires et aux actions de développement socio-économique, le gouvernement du Togo consolide son effectivité sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions concernées par la menace terroriste. Au plan multilatéral et sous-régional, le Togo participe aux différentes opérations conjointes dans le cadre de l'initiative d'Accra, lancée en 2017 avec 6 autres pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Niger. Il s'agit d'un cas de mutualisation des efforts dans la lutte contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier, à travers le partage d'informations et de renseignements, la formation des services de sécurité et de renseignement et la conduite d'opérations militaires conjointes transfrontalières. La liste de ces mesures et actions audacieuses n'est pas exhaustive. L'engagement est bien réel et prend en compte les menaces émergentes. L'approche proposée est celle de lutter autrement. Elle est axée non seulement sur les capacités nationales, mais aussi et surtout une coopération multilatérale et des actions concertées pour vaincre cet ennemi commun. Il ressort des leçons tirées qu'une bonne stratégie de défense ne suffit pas à elle seule pour réussir la lutte contre ce tourbillon de menaces sécuritaires. Il faudra donc à cela impérativement adjoindre une gouvernance inclusive et structurante. La réflexion systémique doit donc nous amener à repenser non seulement le modèle de société qui nous ressemble et qui nous rassemble, mais aussi les bases d'un destin commun de paix et de progrès que nous voulons pour nos nations. Ce nouveau contexte sécuritaire exige à tout le moins une mutualisation des stratégies, des moyens et des opérations pour combattre cet ennemi qui est si volatile et qui manœuvre dans une irrationalité de temporalité et de territorialité. Dans ce sens, le Togo reste convaincu que la coopération et la coordination multilatérale, tant au plan de l'exécutif que des parlements, sont consubstantielles à la politique de lutte contre le terrorisme. Nous nourrissons donc ici l'espoir qu'avec les efforts conjugués de nous tous, nous y parviendrons. Nous en avons les capacités et nous pouvons le faire. Un engagement plein d'espoir avec les nouvelles solutions identifiées pour combattre et vaincre le terrorisme à la racine. La conférence de Doha marque le début d'une lutte concertée entre les États africains frappés au quotidien par ce phénomène. Et voilà, des groupes terroristes qui forment des disciples un peu partout. Lui n'est pas encore qualifié de terroriste, mais ne semble pas loin si rien n'est fait pour l'arrêter. Il vient justement d'être appréhendé par la police. Les faits qui lui sont reprochés dans ce récit du groupe mixte de surveillance anti-Covid. Il s'agit du sieur Bissakonou Djeri, âgé de 33 ans, de nationalité centrafricaine. En effet, le mis en cause rôde dans les environs de l'aéroport, cible les futurs voyageurs auxquels il propose son aide. Il leur retire papier et argent correspondant au test Covid-19, les laisse tout seuls. Un moment, fait semblant d'aller vers les services de prélèvement, revient à eux quelques instants après, muni de faux certificats fabriqués à partir de son ordinateur portatif. Le mis en cause sera présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes. Le groupe mixte de surveillance anti-Covid saisit cette occasion pour rappeler à la population que les tests Covid se font uniquement dans les centres agréés par l'autorité. Il attire l'attention des voyageurs sur le fait que des dispositifs efficaces sont mis en œuvre pour la détection de faux documents et que tout porteur de faux tests Covid sera puni conformément à la réglementation en vigueur. Et voilà, et justement sur le front Covid, la tendance est toujours à la décrue, tel que nous le confirment les chiffres rendus publics ce jour. 31 mars 2021, le nombre de cas confirmés est de 36 943, avec 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 591. Le nombre de cas actifs est de 80.
Le nombre de décès est de 272, communiqué et rendu public par professeur Mostafa Midiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Covid, justement, qui a un peu ralenti les affaires, qui a un peu plombé les économies. Il est question aujourd'hui de rebondir après Covid. Le Conseil national de crédit affiche là ses ambitions et c'était la première réunion de ce conseil tenue ce jeudi à Lomé. Et pour la croissance économique, la barre est fixée à 6,1%. Nous voyons cela avec les précisions avec Ekwissala. Au cours de cette année 2022, le rythme de progression des activités économiques devrait s'accélérer pour atteindre 6,1% contre 5,3% en 2021. C'est ce qui ressort de la première réunion du Conseil national du crédit tenue par visioconférence ce 31 mars 2022. Cette reprise accélérée des activités économiques est toutefois pondérée par la hausse du niveau général de prix au plan mondial. Actuellement, le taux d'inflation avoisine 9% dans certains pays avancés. Dans l'espace UEMOA, il est de 6%. Une situation qui s'explique par l'envolée des cours mondiaux des denrées alimentaires qui ont augmenté de 30% en un an. Les produits de grande consommation tels que le riz, le blé et le sucre ont connu une hausse considérable. Au niveau du Togo, le taux d'inflation reste maintenu à 4,5%. Le pays a subventionné le sac de 50 kg d'engrais pour la campagne agricole 2021-2022 avec des mesures contre la contrebande et la mise sur le marché des stocks sécurité de céréales, notamment le maïs, le sorgho, le mil et le riz. On note également une forte progression de concours bancaires dans le secteur financier. La hausse est essentiellement portée par les crédits du secteur privé. Le taux de la dégradation du portefeuille des banques est ressorti à 12% contre 16% un an plus tôt, soit le niveau le plus bas depuis 2013. Les résultats nets provisoires bénéficiaires des banques ont doublé pour atteindre 13 milliards de francs CFA en 2021. Malgré ces résultats positifs, le Conseil a identifié 5 principaux défis à relever. La baisse du coût de crédit, la réduction de divers frais et commissions, l'accroissement du financement des secteurs de l'agriculture et de l'habitat, la mobilisation plus accrue des ressources par les petites et moyennes entreprises à travers le dispositif PME et enfin la maîtrise du risque de crédit bancaire. Et on va continuer par parler argent avec cap maintenant sur Tcharey dans la Cosa, sur les traces de Anadeb. Bonne impression sur place, les femmes du groupement témoignent et c'est devant le Premier ministre, Madame Victoire Dogbé, en visite dans le village. L'accueil et la rencontre, c'est avec Yves Abouvivi. Ouiandais, carton de Tcharey dans la Cosa. Ici, 5 groupes d'épargne en tout 127 membres, dont 117 femmes et 10 hommes, ont accueilli Madame le Premier ministre Victoire Tobega Dogbé et sa délégation. Bénéficiaires du projet de soutien aux activités économiques des groupements de femmes, projet initié par le gouvernement, ces femmes ont témoigné au Premier ministre leur reconnaissance face à l'initiative gouvernementale qui leur a offert des opportunités multidimensionnelles, entre autres l'augmentation de la sécurité des ménages par l'épargne, des opportunités de prêt pour des investissements et autres besoins, l'assurance d'une aide d'urgence aux membres et l'autonomisation de la femme. Le village Ouiamdé est très fier du travail d'Anadeb parce qu'Anadeb nous a soutenus de tous côtés. Avec les jeunes, aujourd'hui nous sommes en peine avec nos familles. Nos enfants aussi sont fiers. On a aussi des apprentis parmi nous. Les jeunes filles qui ont commencé par apprendre des métiers. Aujourd'hui nous sommes fiers parce que nos marchés ont augmenté. Le Premier ministre a félicité ces femmes actrices de développement pour leur sérieux et professionnalisme, sans oublier de leur rappeler la nécessité de cultiver la paix et de prier pour la sécurité au Togo, gage de tout développement. Ces femmes ont montré à Madame le Premier ministre le système de fonctionnement de leur caisse à 3 clés. Et l'argent, comment le faire rentrer plus facilement au Togo, attirer plus d'investisseurs chez nous? Eh bien, c'est l'objet d'une étude en rapport avec l'Organisation mondiale du commerce. Et cette étude constitue la toile de fond d'une rencontre à Lomé, le compte rendu avec Tchazim Labaga.
Selon les chiffres de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, en 2020, les investissements directs étrangers ont connu une baisse drastique de 12% pour 30 milliards de dollars US à cause de la pandémie du Covid-19. Il s'est renforcé un environnement compétitif pour attirer cette manne pour la relance des économies des pays en développement, dont le Togo. Face à la demande, recours est fait aux mesures de facilitation dans le contexte de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Un accord est sur le point d'être conclu avant la fin 2022. C'est pour éviter que cet accord ne soit un mort-né que cette étude est initiée. Menée dans 3 pays pilotes, Laos, Namibie et le Togo, elle vise l'identification des besoins de réforme et des mesures de politique de développement pour la mise en œuvre réussie de cet accord. Yeah, we've identified countries. L'idée, c'est d'identifier les réformes qu'il faut implémenter au Togo pour que la mise en œuvre de cet accord soit un succès pour l'économie togolaise. Il faut analyser aussi les besoins en termes d'appui technique. De quoi le Togo a besoin pour mettre en place un environnement favorable aux investissements directs étrangers. Donc vous voyez qu'on aura 3 groupes de travail qui vont essayer de plancher sur ces réformes. Les résultats obtenus vont être généralisés dans l'ensemble des pays les moins avancés et ceux en développement. Le Togo, qui a fait de la promotion des investissements étrangers directs un levier de sa politique de croissance économique, a mené des réformes audacieuses dans ce sens pour assainir le climat des affaires. Voilà pourquoi il salue cette démarche de l'OMC. Dans le code des investissements, disons que de nombreuses dispositions existent déjà dans le domaine de la facilitation de l'investissement. Pour obtenir certains documents, il faut aller d'une institution à une autre, ce qui alourdit en quelque sorte les démarches pour l'investisseur. L'accord ou bien le projet d'accord propose par exemple qu'un point unique d'information soit institué, que par exemple des sites web sont institués où l'on pourrait retrouver l'ensemble des informations relatives aux investissements dans les pays membres de l'OMC. Cette étude sur la facilitation des investissements directs étrangers de l'OMC est menée par l'Institut allemand de développement. Les présentes assises vont durer 2 jours. Attirer les investisseurs chez nous, oui, mais attention à la corruption. Aplousia peaufine ses armes. Aujourd'hui, elle est en train d'approuver son document de pilotage. Une fois validé, eh bien, Aplousia pourrait passer à la traque. Antoinette Omovovo. La corruption, ce mal qui gangrène nos sociétés, constitue un frein au développement. Le Togo part en guerre contre le phénomène avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Après son enrichissement, le document provisoire est soumis à validation. Le Togo a déployé beaucoup d'efforts pour arriver à cette étape qui est étape presque finale de l'élaboration de ce document. Parce que dans les autres pays, le processus peut prendre au moins 2 ans. Donc il y a eu beaucoup d'efforts, une mobilisation nationale autour de ce document pour pouvoir produire dans les délais qui étaient convenus dans la note méthodologique. Aplousia veut mettre fin à la corruption en adoptant de nouvelles stratégies. Cette étape est l'avant-dernière pour la validation définitive. Après la validation de ce document provisoire, les consultants et le comité de planification stratégique va se retirer pour proposer la planification opérationnelle, un plan d'action quinquennal assorti du dispositif de mise en œuvre. L'adoption définitive de la stratégie nationale sera un plus dans la lutte contre la corruption pour les 5 prochaines années. Il est 20h18. L'actualité à l'étranger, en plus bref d'abord. Le ministre de l'économie destitué par un vote à l'Assemblée nationale. C'est en République démocratique du Congo. Et c'est une première dans l'exercice du contrôle parlementaire en RDC. Il est reproché au ministre la flambée des prix des biens sur le marché à travers le pays. La Tunisie, elle, n'a plus de parlement. Le président Kaïd Saïed a dissous l'Assemblée nationale 8 mois après l'avoir suspendue. Cette annonce faite à la télévision publique est survenue après que le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'une enquête contre les membres du Parlement. Ceux-ci sont accusés, je cite, de conspirer contre la sécurité de l'État. Regardez. J'annonce aujourd'hui, en ce moment historique, la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple
L'annonce du président tunisien entouré de son Conseil de sécurité nationale est tombée dans la soirée. Une riposte à cette séance virtuelle organisée par plusieurs dizaines de députés, bravant ainsi la suspension de leur parlement en vigueur depuis 8 mois. Chapitre 1er. Résiliation de tous les arrêtés et décrets présidentiels pris à compter du 25 juillet 2021. À la quasi-unanimité, les 120 parlementaires sur 217 au total participant à cette plénière abrogent toutes les mesures exceptionnelles prises par Kais Saied depuis le 25 juillet dernier. Un affront pour celui qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en gelant l'Assemblée, alors dominée par le parti islamiste Ennahda. L'État ne s'en remettra que par le biais d'un système judiciaire indépendant, auquel s'opposent ceux qui tentent de porter atteinte à l'État et ceux qui tentent désespérément de faire un coup d'État. Kais Saied, élu en 2019, assure vouloir rétablir l'ordre en Tunisie et lutter contre la corruption, mais son emprise est de plus en plus contestée, les manifestations de l'opposition plus importantes. Les élus ont également appelé à l'organisation d'élections législatives et présidentielles anticipées, afin, selon eux, de restaurer le processus démocratique dans le pays, berceau du printemps arabe. Retour à l'actualité chez nous, les réfugiés ivoiriens au Togo, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, eh bien c'est fini la prise en charge, du moins dans les 3 mois à venir. Une clause de cessation est intervenue et laisse le choix aux réfugiés partir ou rester, mais à ses propres frais. Les précisions, Victoire Kaliwa, Gisèle Kozon avec Yataratem. Cette remise de kits alimentaires et d'hygiène marque la fin de la prise en charge des réfugiés ivoiriens au Togo. À compter du 30 juin prochain, soit dans 3 mois, ils n'auront plus d'aide de la part du gouvernement togolais. Le choix donc pour eux, soit de rentrer au bercail, soit de vivre de leurs propres moyens. Nous avons passé de la facilitation à la promotion du rapatriement. Il y a tout un paquet d'activités qui attend au retour, accompagné par le HCR et le gouvernement ivoirien. Et aussi, les 600 qui ont opté rester au Togo, nous allons faciliter leur séjour sur le plan légal. On n'a pas vu 10 ans passer. On est bien, très bien avec le Togo. C'est vrai que la vie de réfugié est un peu difficile, mais avec les autochtones, nos autres, il n'y a pas eu d'accroc, nous sommes très bien. Depuis leur arrivée au Togo, les réfugiés ivoiriens ont tout le temps été sous la protection et la prise en charge du gouvernement togolais. Ils étaient environ 7000 à être accueillis au centre des réfugiés. Le camp d'Avepozo, fonctionnel depuis le 14 avril 2011, est l'illustration parfaite de la volonté du président de la République d'offrir une protection et un asile paisible à nos frères et sœurs de la République de la Côte d'Ivoire et de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Cependant, il est vrai que les réfugiés ont des droits et bénéficient des facilités dans leur pays d'accueil. Il est tout autant vrai que le statut de réfugié ne saurait être accordé à une personne ad vitam aeternam. Plus que quelques semaines, et le camp Avepozo va devoir se vider de ses réfugiés. Bon nombre, bien avant cette clause de cessation, ont regagné en ordre leur pays. D'Avepozo, nous partons pour la commune Golfe 5 et cette décision du maire largement commentée en février dernier par un communiqué. Il est interdit aux propriétaires de laisser en vadrouille leurs animaux dans la commune. Nous sommes allés ce soir sur les motivations de cette décision et c'est un reportage de Anita Tigakou. Cette image choc, tournée par un amateur, se produit souvent dans les villes. Dans les rues, sur les routes, humains et véhicules côtoient les animaux à leurs risques et périls. Nous connaissons des gens qui ont été victimes de cas d'accidents qui ont été causés par ces animaux qui errent dans la commune. Ils ont dépensé des centaines de mille. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore rétablis. La mairie de la commune Golfe 5 dit stop à ce phénomène et part en guerre contre les animaux errants. Lomé, c'est notre capitale. Et la capitale d'un pays doit refléter l'image de ce pays-là. Et la capitale nous impose des obligations que nous devons respecter.
dont toutes les bêtes qui seront saisies dans un quartier, dans un village, sur la voie publique, en train de circuler, nous allons les saisir. Nous les mettrons dans un enclos qui est déjà là. Et ceux à qui appartiennent ces bêtes, ils viendront à la commune, à la mairie, payer une amende. Une amende qui va de 10 000 à 50 000 francs CFA par animal retrouvé. Une note salée pour rappeler les propriétaires d'animaux à l'ordre. Nous avons déjà sensibilisé la population et nous continuons d'ailleurs par la sensibilisation. Si j'ai un message à leur endroit, c'est de faire des enclos et parquer les animaux. Tout le monde est concerné et particulièrement les conducteurs. La sécurité routière est en jeu. Les animaux en errance, en divagation constituent un danger parce que ces derniers n'ont pas appris le code de la route. Ils ne peuvent pas échanger avec la route. Ils s'introduisent dans la circulation au moment où l'usager qui est qualifié à circuler s'y attendrait le moins et donc il provoque un accident de la circulation. Avoir des animaux de compagnie ou d'élevage, d'accord. Les garder à l'abri, c'est encore mieux. Cette affaire d'animaux, c'est surtout une affaire de civisme. Et voilà, c'est ça qui est compris et prévenu. Donc, les propriétaires d'animaux. Il bat toujours son plein Miato, le marché international de l'artisanat du Togo. Ce soir, nous vous amenons déambuler une fois encore dans les allées-retours de ce marché et devant les stands avec un arrêt au marché des perles. Ça peut vous donner des envies. Visite guidée en compagnie de Eli Agbanyandaro. Agroalimentaire, textile, sculpture, décoration, mais à côté, les perles se font de la bonne place à Miato. Sous diverses formes, elle apporte beauté et élégance au cou, à la hanche et au poignet. Nous avons des paires de hanches comme vous voyez au niveau cou. C'est ça que nous avons installé ici. Ici aussi, c'est les paires de hanches. C'est ça qui est en vogue maintenant. Et nous faisons ça à base, nous prenons des cristaux pour faire ces paires de hanches et que ça brille. Et ça intéresse les jeunes filles. Ce que j'ai porté ici, c'est à base des cristaux. Nous appelons ça l'onlon sako. Ça, c'est forêt. Mais nous faisons ça de différents modèles. Ça, c'est biscuit. Chaque modèle est une véritable œuvre d'art. De leurs mains agiles, ces artisans avec doigté savent créer pour sublimer la femme africaine. Je crée des modèles moi-même, ça vient de soi. Et je les crée pour que mes produits puissent être différents des autres. Si quelqu'un veut aller à un mariage, par exemple, ce collier que vous voyez là, la personne peut porter le collier là pour le mariage. Tout ce qui est ici à la foire Miato est local. C'est la capacité des Togolais, ce que les Togolais arrivent à produire. L'artisanat togolais est en plein essor. Le marché Miato vient tout simplement rehausser l'éclat des productions. Une opportunité saisie par les artisans. Merci beaucoup. Enfin, un livre pour votre soirée, un roman, son titre, Les Sœurs consanguines. Facile à la lecture, fascinante par le récit, une œuvre de la jeune écrivaine togolaise Lucia Komisa qui trempe là sa plume pour la première fois dans la littérature togolaise. Marie-Reine Abeta Yataratem. Sœurs consanguines, un roman de 123 pages aux empreintes de Lucia Komisa. Dans ces pages, l'auteur relate une histoire aux réalités dramatiques de notre société actuelle. Composé de 6 chapitres, l'ouvrage met en lumière les côtés obscurs et nauséabonds de l'homme. La jalousie, la haine, la convoitise, la violence, l'amour, la polygamie, le mysticisme et la pression familiale. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'on voit des parents faire des erreurs et on voit que c'est des enfants qui en pâtissent sur des générations. Donc cet ouvrage a mis l'accent sur cet aspect. Chez nous, aux éditions Audi, ça nous intéresse. Lucia, malgré son jeune âge, nous a montré de quoi une femme est capable. Sœurs consanguines, tout premier ouvrage de Lucia Komisa, une invite à plus de tolérance
et au sens de partage. La polygamie, elle est presque de coutume en Afrique. Les rivalités entre les enfants de ces genres de famille est également très vécue en Afrique. Alors le roman Sœurs consanguines aborde différentes thématiques comme principalement la polygamie, même si dans ce roman nous verrons qu'elle est fortuite. Le thème du mysticisme, de la rivalité, de la méchanceté, pour pas grand-chose de la rivalité entre les épouses et entre les enfants. Le message phare de ce roman, c'est qu'en tant qu'enfant, nous subissons des situations qui ont été provoquées par les choix, qu'ils soient bons ou mauvais, de nos parents. Et la leçon que nous pouvons tirer de ce roman, c'est que le bonheur est une décision parce que nous vivons dans un environnement sur lequel nous n'avons pas toujours le pouvoir, sur lequel nous ne pouvons pas exercer de grands changements. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons changer et d'autres que nous ne pouvons pas changer. Le bonheur, dès lors, est une décision, un état d'esprit. À 25 ans, Lucia Comisa marque les esprits à travers son roman Sœurs consanguines. Sa source d'inspiration, des faits de société. Et voilà, et ceci referme donc ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tcharé, partout ailleurs dans la Cosa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.